Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la réactivité. Alors aujourd'hui, je vais détailler comment t'en sortir en réactivité et savoir déterminer le type de réaction. Et après ça, pour quelques réactions, je vais détailler quelques caractéristiques de certaines. Première étape incontournable, déterminer le grand type de réaction, c'est-à-dire si c'est une addition, une élimination ou une substitution. Pour ça, il faut s'intéresser au nombre de doubles liaisons et voir s'il est modifié. Donc on prend nos réactifs et nos produits et on compare. S'il y a une perte de double liaison, ça veut dire qu'il y a eu une addition. S'il y a un gain de double liaison, c'est-à-dire qu'il y a une élimination. Ici, il n'y a pas de modification de double liaison, ça veut dire que c'était une substitution. Prenons un exemple. Ici, le piège serait de penser que c'est une réaction d'addition, parce qu'on a un groupement en plus sur la molécule de départ, mais en fait, c'est une substitution. Si on regarde le nombre de double liaisons, il n'y a pas de modification entre les réactifs et les produits, et donc c'est une substitution, et il s'agit d'une substitution d'un hydrogène par un CH3, un groupement méthyle, sur le benzène. Maintenant qu'on sait déterminer le type global de la réaction, il y a deux critères discriminants pour savoir comment sortir derrière. Savoir si la réaction est radicalaire et connaître l'ordre de la réaction. Le plus simple, c'est de commencer par les réactions radicalaires. Alors, une réaction radicalaire, c'est une réaction dans laquelle on va impliquer des radicaux, c'est-à-dire des molécules dans laquelle il y a un électron célibataire qui se déplace sur la molécule. Pour avoir une réaction radicalaire, il faut des promoteurs. Ça peut être des rayonnements UV, symbolisés par H nu dans les conditions de la réaction, ou de la chaleur, symbolisée par delta. Pour la chaleur, c'est un peu particulier parce que ça peut aussi favoriser des réactions d'élimination, mais comme il n'y a pas d'élimination radicalaire, on peut s'en sortir grâce à ça. Et enfin, il y a aussi les peroxydes qui sont des promoteurs de réactions radicalaires. Donc, quand on a déterminé si la réaction est radicalaire ou non, avec ce qu'on a fait au début, savoir si la réaction est une addition, élimination, substitution, on saura si on a une addition radicalaire, une substitution radicalaire ou une élimination si on a delta. Ensuite, pour la réaction non radicalaire, si la réaction est une addition mais n'est pas radicalaire, ce sera une addition ionique. Et pour les éliminations et substitutions, là, l'ordre de la réaction rentre en compte. Donc, il faut savoir déterminer l'ordre de la réaction. Pour cela, le plus simple et le critère le plus discriminant, c'est de regarder les carbones impliqués lors de la réaction. Lorsqu'on a un carbone primaire, on aura préférentiellement des réactions d'ordre 2, tandis que lorsqu'on a un carbone tertiaire, on a préférentiellement des réactions d'ordre 1. Alors, pour rappel, un carbone primaire, c'est un carbone qui est relié à un seul autre carbone. Un carbone tertiaire, c'est un carbone qui est relié à 3 autres carbones. Donc, à partir de là, on regarde le carbone impliqué, on regarde à combien de carbone il est relié, et à partir de là, on peut savoir quelle est l'ordre de la réaction et savoir si on a une E1, E2, SN1 ou SN2. Par ailleurs, pour les substitutions, il y a une dernière subtilité, les substitutions électrophiles aromatiques. Pour connaître ces réactions, en général, on a un benzène dans les réactifs, et dans les conditions expérimentales, il y a un catalyseur de type AlCl3, H2SO4, qui va venir faciliter la réaction et permettre une substitution d'un hydrogène du benzène. Et pour reconnaître ces réactions, quand on a un benzène et qu'on a un catalyseur, on est quasiment sûr que c'est une SEA. En faisant ce raisonnement, c'est-à-dire connaître le type global de la réaction, savoir si elle est radicalaire ou non, connaître l'ordre de la réaction et vérifier si ce n'est pas une substitution électrophile aromatique, on peut, sans se tromper, déterminer le type de réaction. Alors, premier exemple, dans cette réaction, on a une réaction d'élimination, parce qu'on a une apparition de double liaison. Et pour savoir l'ordre de la réaction, on regarde nos carbones liés au carbone impliqué dans la réaction. Ici, il y a 3 carbones, donc c'est une élimination E1. Autre chose, on voit sur la réaction qu'il y a marqué chauffage, et comme je l'ai dit avant, le chauffage est un facteur qui va favoriser les réactions d'élimination. Second exemple, ici, comme on peut le voir, il n'y a pas d'apparition ou de disparition de liaison, il s'agit donc d'une substitution. Il n'y a pas d'indice sur le fait que la réaction est radicalaire, donc il faut regarder l'ordre de la réaction. Le carbone est primaire, donc c'est préférentiellement une SN2. Dernier exemple, ici pareil, pas d'apparition ou disparition de liaison, donc c'est une substitution. Mais on remarque le H nu, donc c'est une réaction radicalaire, et donc on est en présence d'une substitution radicalaire. Ensuite, au-delà du raisonnement, il y a des critères annexes, comme je l'ai dit avant, qui peuvent nous conforter dans notre raisonnement et nous permettre de nous rassurer par rapport au type de réaction qu'on a devant nous. Par exemple, une température élevée favorise donc, comme je l'ai dit avant, les éliminations, une température basse favorisera plutôt les substitutions. Une catalyse acide, les E1, et une liaison d'une base forte, les E2, mais pas seulement. Une base forte peut aussi être utilisée pour les SN2, les halogènes, les alcools, les thiols. Tous ces réactifs-là sont des bons nucléophiles qu'on retrouve du coup dans les SN1, les SN2, mais plutôt dans les SN1. Dernier critère rarement donné, mais bon à savoir quand même, lorsqu'on utilise un solvant protique, la réaction sera préférentiellement d'ordre 1, et lorsqu'on utilise un solvant aprotique, la réaction sera préférentiellement d'ordre 2. Avant de clôturer cette vidéo, je vais faire un bref rappel sur les particularités des additions et des substitutions. Pour ce qui est des additions, il y a la règle de Markov-Nikov pour les additions ioniques et électrophiles et la règle de Karash pour les additions radicalaires. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, l'halogénure qui va venir se fixer généralement lors de l'addition
ne se fixe pas au même endroit si la réaction est radicalaire ou ionique. Donc, pour une addition ionique, l'halogénure va venir se fixer sur le carbone qui est le plus stable, c'est-à-dire le plus substitué. Tandis que pour les additions radicalaires, l'halogénure va venir se fixer sur le carbone qui est le moins stable, c'est-à-dire le moins substitué. Pour ce qui est des substitutions, il y a une différence entre les SN1 et SN2. Il faut savoir que les SN1 mènent à des mélanges racémiques, c'est-à-dire des mélanges de quantité 50-50 de deux enantiomères, et les SN2 produisent ce qu'on appelle une inversion de Walden, c'est-à-dire que le réactif qui a été donné, la configuration relative du carbone qui concerne dans la réaction va être inversée, mais ça ne veut pas forcément dire que sa configuration absolue, c'est-à-dire ROS, a été inversée selon le groupement qui est arrivé sur la molécule. Alors voilà pour ce petit récapitulatif de la réactivité. Si ça t'a plu, n'oublie pas de lâcher un like, mettre un petit commentaire, et si tu as des questions, n'hésite pas. Et en bas de la description, j'ai mis une petite fiche récapitulative avec le schéma vraiment à suivre pour te rafraîchir la mémoire si tu en as besoin. Salut!